Bonjour à tout le monde. Madame la présidente d'honneur, messieurs les conférenciers et membres du panel, messieurs les animateurs, secrétaires, mesdames, messieurs, vous tous. Enfin, on y est. Mon nom est Gilbert Dupuis et je préside le Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes Bas-Saint-Laurent, organisme communautaire organisateur de l'événement qui nous réunit. Soyez toutes et tous les bienvenus à ce colloque qui a pour thème « Connaissance et respect des droits des aînés vivant en résidence d'hébergement collectif ». Immédiatement, permettez-moi d'accueillir à bras ouverts les visiteurs des autres régions du Québec. Aujourd'hui, on en compte de l'Outaouais, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Mauricie centre du Québec, de la capitale nationale, de Montréal et de la Gaspésie. Alors, chaleureuse bienvenue à tous dans le Bas-Saint-Laurent et à Rimouski. Au nom du Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes BSL, de ses administrateurs et de son personnel, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation à cette rencontre. Vous êtes aujourd'hui quelques 150 représentantes et représentants d'organismes, d'entreprises et de groupes intéressés par le sort de cette partie des pionniers de notre société vivant en hébergement collectif. Selon les dictionnaires, un colloque, c'est un débat entre des spécialistes sur une question donnée. Mais pour nous, aujourd'hui, ce sera plutôt une occasion de discussion, d'échange d'informations et d'opinions entre des professionnels, mais aussi des gestionnaires et des citoyens manifestement intéressés et engagés. Nous avons organisé ce véhicule de discussion. C'est à chacun maintenant de le faire vivre pour en tirer le meilleur parti possible dans son domaine et dans ses rôles historiques et rôles émergents, on le souhaite. Nous espérons que la pluralité des points de vue enrichira la réflexion de chacun sur les meilleurs moyens pour, premièrement, faire connaître et faire respecter les droits des citoyens aînés en résidence d'hébergement. Deuxièmement, pour détecter et signaler toute situation inappropriée. Et troisièmement, pour intervenir plus efficacement en vue de bonifier les conditions de vie des résidents. Nous serions satisfaits si chacun repartait du colloque avec beaucoup plus de savoir, un peu plus de savoir-faire et un peu mieux de savoir-être en rapport avec le thème du jour. On me demande maintenant quelques indications logistiques. Alors, on va tenter de suivre à la lettre et au chiffre l'horaire exact du dépliant programme. Vous avez aussi noté que la pochette d'informations que chacun a trouvée sur sa chaise tout à l'heure contient la liste des personnes présentes et organisations représentées. Un bloc-notes, un stylo, un formulaire pour devenir membre du CAP BSL si vous êtes éligible, d'autres informations utiles et aussi un porte-bonheur invisible. La majorité des activités dans cette salle-ci inclut l'atelier A. Une pause est prévue vers 9h40 après la conférence d'ouverture. Le dîner sera offert dans la salle à manger et aussi dans le bar, toujours au rez-de-chaussée. Nous reviendrons ici vers 13h30 après le dîner pour tout l'après-midi. On devrait terminer vers 15h30, 15h45 comme prévu, et je vous donnerai d'autres indications logistiques plus tard. Merci de prévenir toute sonnerie de téléavertisseurs antiques, de téléphones programmables, de calculatrices musicales et tout autre ail bidule bruyant, et ce pour ne pas perturber l'attention active de vos voisins. Si vous avez besoin d'informations, d'assistance ou d'accompagnement, le personnel du CAP est habitué à cela. Vous êtes à la bonne place. Elles sont 5 qui accueilleront vos demandes d'aide. Vous les reconnaîtrez à la fleur rose qu'elles arborent gracieusement. Au nom du CAP BSL, je souhaite que votre participation à ce colloque
vous soit utile personnellement et collectivement au travail, dans vos projets et dans vos engagements. Souhaitons-nous de joindre le fertile à l'agrément. Alors, excellent colloque à tout le monde. Voici celle qui a accepté avec plaisir la présidence d'honneur de ce projet. Elle fut députée de Rimouski-Témiscouata de 1984 à 1993, ministre d'État aux aînés du gouvernement du Canada de 1988 à 1993, ministre responsable de la Commission des aînés au référendum de 1995. Elle fut présidente et porte-parole du Bureau québécois de l'année internationale des aînés en 1999, vous vous en souvenez. Elle est membre de l'Ordre du mérite coopératif depuis 1996. Elle est officier et administratrice de l'Ordre national du Québec depuis 2007. Et elle réside dans le Bas-Saint-Laurent. Alors, mesdames, messieurs, c'est un honneur d'inviter la présidente d'honneur du colloque, Madame Monique Vézina. Bien fait. Et vous reconnaîtrez la présidente à sa bouteille rose qui l'accompagne. Mais c'est de l'eau. Alors, distingués invités, mesdames et messieurs, qui travaillez quotidiennement dans les organismes d'aide aux aînés, chers amis, je suis ravie, comme diraient les petits, de participer à cette journée de sensibilisation eu égard aux droits des usagers en résidence d'hébergement et je vous remercie de votre invitation. Comme j'aime les défis, j'ai accepté avec plaisir et sans trop de prétention d'être votre présidente d'honneur. Cette invitation que m'a fait le CAP a réveillé chez moi un sentiment d'urgence, ce besoin d'entendre ce qui se passe dans ma région, d'entamer des discussions, de déterminer des plans d'action et d'établir des stratégies, étant convaincu que l'orientation que nous prendrons aura des répercussions, ne serait-ce que dans 5 ou 10 ans. Ce colloque, pour moi, est une occasion privilégiée de mettre en valeur la contribution des aînés au développement social, économique et culturel du Québec, de mieux faire comprendre la part des personnes aînées dans la société et surtout de mettre en lumière le désir et la volonté des personnes retraitées, c'est-à-dire des citoyens à part entière, d'assumer pleinement leur autonomie. Je veux féliciter le comité organisateur pour avoir mis sur pied la première journée d'information-formation. À en juger par la participation et par l'enthousiasme que je vois sur les visages, les représentants d'organismes, de syndicats professionnels, gestionnaires, aînés, usagers, et j'en passe, il pourrait bien arriver que le CAP, à travers le Québec, ait bientôt à travailler à l'organisation de plusieurs journées à celle d'aujourd'hui. Et c'est un souhait qui pourrait être drôlement agréable. À vous tous, je vous remercie d'être avec nous, je l'apprécie. Nous vivons à une époque où les défis sont nombreux, déterminants, stimulants, et je sais que vous en êtes tous et toutes profondément conscients. Ainsi, comme tous les changements profonds qui surviennent, la connaissance et le respect des droits des aînés en résidence comportent sa part de préoccupations et sa part de défis, mais nous donne aussi l'occasion de nous dépasser et de faire mieux. Il faut savoir en sorte et faire en sorte que jeunes et moins jeunes se rejoignent, partagent leur vision des choses et réalisent en fin de compte que ce qui les rapproche est beaucoup plus solide que ce qui les éloigne. Lorsque responsable du dossier du troisième âge, j'ai parcouru le Canada, j'ai appris que ce que désirent les personnes âgées d'un océan à l'autre
En somme, c'est qu'on les aide à réduire leur dépendance, qu'on leur permette de rester actifs longtemps à l'intérieur de la société, de développer leur potentiel et d'exercer de véritables choix. La notion d'autonomie est vraiment celle qui résume le mieux, à mon avis, le besoin des aînés. Par autonomie, j'entends la possibilité de vivre dans le milieu de son choix, les moyens financiers de prendre des décisions au sujet des questions qui les concernent et la capacité, pour ne pas dire la liberté, d'accomplir des tâches essentielles à la vie quotidienne. Parce que même si l'image des aînés s'est améliorée, même s'ils sont organisés pour défendre leurs droits, il y a encore beaucoup à faire avant que l'on puisse parler vraiment d'autonomie. Parce qu'il y a toujours un « mais ». Mais le plus grave problème, et je ne pourrais passer sous silence ce problème qui m'habite, est sans aucun doute la situation financière des femmes âgées, qui forment, je pense au moment où l'on se parle, plus de 75% de tous les aînés vivant sous le seuil de la pauvreté. En fait, ces femmes sont victimes d'une injustice qui a commencé bien avant qu'elles atteignent l'âge de 65 ans. Je vous dis ça, j'ai encore la chair de poule quand je pense à cette situation. Dans le meilleur des cas, elles ont été confinées toute leur vie à des emplois peu rémunérés et elles n'ont pas eu la chance de contribuer à un régime de retraite. Souvent veuves, une longévité meilleure que celle des mâles, elles n'ont pas accès à la pleine pension de leur conjoint décédé. Il existe une autre question qui devient également de plus en plus préoccupante. C'est celle de la violence faite aux aînés. Nous parlons ici, bien sûr, d'agression physique, mais aussi et surtout de violence psychologique, d'exploitation financière et de négligence. Nous parlons dans ces cas de violences perpétrées par des personnes qui ont des liens de parenté ou de confiance avec l'aîné, ce qui explique largement le fait qu'un grand nombre de ces gestes ne soient pas rapportés par la victime. Je semble dériver du contact et de l'objectif de ce colloque, mais je pense que plusieurs femmes aînées, plusieurs aînés vivent des situations secrètes. Alors, j'espère au plus haut point que nous ferons travailler notre intelligence du cœur et que le dialogue qui s'amorcera entre nous tous durant les heures qui viennent s'avère aussi fructueux que possible. Merci, bonne délibération. Merci beaucoup, Madame Vézina. Vous aurez l'occasion tout à l'heure d'élaborer sur les pistes que vous venez d'identifier. Alors, notre conférencier d'ouverture est président de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, des AQDR, qui agit au plan sociopolitique pour transformer les conditions de vie à la retraite. Il est juriste et sociologue, retraité, si on veut, de l'Université de Montréal, où il a œuvré de 1975 à 2008 dans le domaine de la gérontologie et de l'intervention en victimologie. Il a fait paraître les enjeux après 50 ans, le référentiel sur la sécurité des personnes vulnérables, et puis Vieillir sans violence, une plaquette dont le tirage a atteint 270 000 exemplaires en 2010. Alors j'invite avec plaisir le président national de l'AQDR, M. Louis Plamondon. Donc, les journées comme les colloques sur les droits des aînés, pour nous, écoutez, c'est le centre de notre mission. L'AQDR a été créé en 1979 par un groupe de retraités de la grande région de Montréal. Et tout de suite, l'initiative a pris. Puis l'enjeu de l'époque, là, c'était la question, puis Mme Gina bien le fait bien remarquer, l'enjeu, c'était la sécurité financière des retraités. Puis vous voyez que la condition des femmes a presque pas évolué du point de vue du statut des femmes au niveau de la retraite. Et
Mme Vézina, excusez-moi. Et puis, quand les gens, ça s'appelait le manifeste de l'AQDR sur la situation économique des retraités. Donc, ça fait très longtemps, ça fait 30 ans que les enjeux de droit, du respect des droits des aînés, c'est pas les mêmes. Là. Il y en a pas beaucoup qui ont survécu à cette époque-là. J'en vois quand même quelques-uns qui ont 92, 95 ans, qui venaient aux assemblées de l'AQDR dans le début des années 80. J'en revois, là. Et puis, avec plaisir, parce que par le fruit du hasard, aujourd'hui, je suis président d'une association où j'avais présidé comme universitaire l'Assemblée de fondation. Donc, c'est comme un cycle qui tourne. Et donc, on voit que la situation économique des retraités, mais d'autres dimensions aussi, parce qu'à l'époque, à propos de l'hébergement, on appelait ça les résidences clandestines. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Tant qu'on parlait des résidences pour aînés, puisqu'il n'y avait pas de permis spécifique, il n'y avait pas de reconnaissance de statut, il y avait juste les CHSLD, ou puis les lits d'hôpitaux. Mais le reste, on appelait ça les fameuses résidences clandestines. Puis autrement, c'était des appartements sans service, donc c'est pas couvert. On a encore ce problème-là aujourd'hui. Les résidences sans service où habitent majoritairement des aînés, bien, ils ne sont pas classés dans le programme de certification parce qu'ils n'offrent pas de service. Alors, je veux féliciter le CAP d'avoir pris l'initiative de nous donner l'occasion de partager la réalité du dossier des droits des aînés dans ce contexte particulier-là. Pour l'AQDR, c'est un dossier majeur. On est allé intervenir au Parlement sur la loi 16, le projet de modification de la certification. Donc, vous êtes à point nommé à jour pour positionner vos intérêts, vos préoccupations, parce que les enjeux de protection des droits, ça va se passer dans le cadre de la nouvelle certification des résidences. On a vécu la première vague. Bon, là, ils se sont rendus compte que le programme de certification avait permis d'identifier des problèmes, puis avait permis de développer des compétences à la certification elle-même. Et puis les gens qui s'occupaient de la certification, y compris dans les agences, ont vu qu'il y avait des problèmes qu'ils ne connaissaient pas, puis ont fallu qu'ils développent des compétences face à ces problèmes-là. Et nous, les associations d'aînés, il a fallu développer aussi des compétences à recevoir des plaintes. Il y a des problèmes qu'on ne connaissait pas à l'AQDR parce que ces problèmes-là n'émergeaient pas. Et grâce à la première certification, ces problèmes-là ont émergé. Puis vous avez vu nos interventions, je vais pouvoir y revenir. Je dis tout de suite aussi que je vais référer aussi à cette brochure-là. Tout le monde en a des copies. On en a une boîte qu'on va mettre à votre disposition pour les gens qui voudraient en apporter des exemplaires. C'est l'essentiel du travail d'intervention à propos des droits des personnes, que ce soit, comme l'a dit Mme Vézina, sur la défense et la protection des victimes d'abus ou la question de la protection des personnes en hébergement. Beaucoup d'éléments sont contenus là-dedans. Je vais y revenir. Quand on parle d'un portrait rapide là, de la situation des personnes âgées en résidence, d'abord, il faut dire que les résidences privées pour personnes âgées, il y a 8,4 % des personnes âgées qui habitent une résidence. Mais tout de suite, ce chiffre-là, je vais vous le corriger plus tard, parce que dans les CHSLD publics et privés ou conventionnés, ça représente seulement 3 % des aînés. De 65 ans, toujours dans les 65 ans et plus. Les ressources intermédiaires ou les ressources de type familial, c'est 1,5 de 1 %. Donc, c'est très, très peu. Les CHSLD non conventionnés, bien, c'est le tiers de 1 %. Mais si on change la référence d'âge, puis on va chez les 75 ans et plus, au Québec, c'est plus de 17 % des plus de 75 ans au Québec qui vivent en résidence. C'est beaucoup de monde. Là. Okay? C'est près de 120 000 personnes qui vivent dans les résidences. Donc, c'est une population extrêmement importante. C'est dans la réalité et dans les faits. Et puis, on va voir tout à l'heure avec les documents de la commission des commissaires aux plaintes, qui sont ces personnes-là? La moyenne d'âge de l'accueil des locataires, c'est 78 ans. La moyenne d'âge des locataires qui occupent une résidence aujourd'hui, c'est 84 ans. Comme disait Mme Vézina, c'est sûr que la valeur prioritaire, c'est l'autonomie. Mais si vous êtes
dans une résidence, moyenne d'âge 84 ans, donc 80 de femmes, souvent veuves, vivant seules, avec des familles à distance, la possibilité d'exercer ton autonomie dans une structure de résidence. Vous savez, on va faire le portrait tout à l'heure, mais la réalité de la résidence est quand même une réalité de contrôle et de prise en charge. Le développement de l'autonomie, là, sauf exception, est très difficile dans un contexte de prise en charge comme la manière dont elle est décrite. On a, selon les données de la statistique là, du ministère, on l'a en bas ici, c'est bon, 114 321 unités de logement pour personnes âgées, pour un total de 2123 résidences au Québec. Bon, donc, compte tenu qu'il y a des unités où il y a des couples, ça fait à peu près 120 000 personnes qui vivent dans des résidences. Là, est-ce que les résidences offrent toutes des services? Parce que ça, c'est un grand débat. À propos de l'exercice des droits, c'est qui fait le... Il y a trop de volume, peut-être? Ah, OK. Parce que moi, j'ai une voix, hein? J'ai enseigné pendant 30 ans, là. Je crache du feu, moi. Donc, c'est pas toutes les résidences qui ont des services. La base du service, mais qui n'est pas décrit dans les statistiques, c'est la présence d'une personne 24 heures, 7 jours. D'accord? Dans la nouvelle certification, c'est décrit comme un service, mais dans les données statistiques, c'est pas, on n'en tient pas compte. Je reviendrai là-dessus après. Donc, il y a 2900, on voit qu'on a un total de résidences de 2123. Il y a 2000 résidences qui ont des repas, 942 qui ont de l'assistance personnelle, 791 des soins infirmiers, 996 de l'aide domestique et 1034 des loisirs. Donc, on voit que le service de repas est le principal service. Ensuite, c'est le service des loisirs pour la moitié des cas. Et puis, bon, un peu moins que la moitié, on va dire 40 des services d'aide domestique et des services d'assistance personnelle. Et à peu près le tiers ont des services de soins infirmiers. Ça veut dire que les gens qui sont là, en réalité, ils vont là parce qu'ils ont besoin d'aide. Ce n'est pas un choix. Il faut bien comprendre ça, là, que la réalité des résidences au Québec, vous savez que le taux, le fameux 17 des 75 ans et plus au Québec habitent en résidence. Au Canada, ce n'est pas ça du tout, hein? C'est 6 à 9 Pourquoi? Parce qu'ils ont développé des services à domicile. Le Québec est très en retard dans l'offre de services à domicile. Donc, c'est ça qui a favorisé. Puis dites-vous que c'est peut-être pas un hasard avec ce qu'on voit dans l'univers du bâti. Le bâti pour les personnes âgées est devenu un lieu d'investissement important dans le domaine de la construction, du marché locatif. C'est un marché... Écoutez, l'affaire vous avez tout suivi, j'imagine, l'affaire Monaco à Montréal, le fonds Maestro qui détient 400 millions d'investissements juste dans le logement pour aînés, puis qui avait décidé de fermer le Monaco, une de leurs résidences à Montréal, qui avait 250 logements, mais il y en avait juste la moitié de le louer. Puis ils ont décidé d'évincer tous les aînés à 6 semaines de vie au mois de mai dernier. Vous voyez à quel point c'est devenu un marché. OK? Donc, au Québec, on a décidé de livrer les personnes âgées à la merci du marché de l'immobilier et services. C'est une stratégie, c'est un choix, plutôt que de favoriser le développement des services à domicile. Parce que si vous voulez avoir ces services-là, il faut aller en hébergement. Comprenez? Il n'y a pas le choix. On ne trouve pas une offre de service équivalente à domicile. Pour le Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent, on trouve 5 000 unités pour 207 résidences avec la même proportion là, de services de loisirs, services de repas, services infirmiers, services personnels. Donc, vous pouvez vous considérer que c'est à peu près les mêmes réalités dans votre région, là, pour la Gaspésie aussi. Selon les commissaires aux plaintes, en propos du profil des résidents, pour certains, vivre en résidence
privée est un choix, alors que pour d'autres, cette décision s'apparente davantage à une sentence. Pourquoi? Les principaux intéressés avaient-ils réellement le choix compte tenu de leur état de santé? Vous voyez, on ne fait pas ce choix-là. Ça peut être une décision autonome. T'sais, ils décident volontairement d'y aller, mais ils n'ont pas vraiment le choix. D'accord? C'est les conditions qui font que souvent une fragilisation d'un des conjoints, le décès d'un des conjoints, et puis l'incapacité du survivant, généralement une femme, de gérer le... Mais même un homme, hein, pour d'autres raisons, ne sera pas capable de gérer la maison, puis une femme ne sera pas capable de gérer les entretiens. Donc, c'est des compétences différentes qui ne peuvent pas permettre de rester à domicile. La résidence privée a-t-elle été choisie pour son offre de service ou davantage pour son loyer demandé en raison du budget disponible? Sont-ils seuls ou entourés de personnes significatives? La situation géographique de la résidence les éloigne-t-elle de leur tissu social? En général, ils cherchent plutôt à se rapprocher, mais le marché est le marché. Ben ouais. Selon notre expérience, c'est les commissaires qui parlent, nous croyons que la personne âgée sera... Plus la personne âgée aura le contrôle sur sa vie et ses décisions, meilleures seront ses chances d'adaptation dans son milieu de vie et moindres ses chances de victimisation. Bon, comme l'a bien dit Mme Vézina, c'est certain que la question de l'autonomie, de pouvoir conserver son autonomie, c'est ça le garant de ta sécurité. Les commissaires aux plaintes, juste pour vous situer, là, depuis le changement de la loi, les commissaires régionaux ont la responsabilité de recevoir les plaintes se rapportant des résidences pour personnes âgées certifiées. Là, il y a des centaines, un autre 100 quelques mille personnes âgées qui échappent au contrôle du système parce que ce sont des résidences sans service. Ils n'offrent que le logement. Souvent des coopératives, souvent des associations sans but lucratif. Les HLM sont dans ce cas-là. Bon, là, ça va dépendre des municipalités puis du degré de démocratie qui règne dans la culture de la municipalité à l'égard du droit des locataires. Mais ça, là, il y a une zone grise là, qu'on voit poindre par des plaintes qu'on reçoit parce que les gens nous voient. L'OQDR, puis on remarque là, qu'il y a une détresse dans ces milieux-là, puis il n'y a personne qui dit, tout le monde dit, c'est pas mes affaires, on n'a pas juridiction, ça ne nous concerne pas. Puis là, il y a des centaines de personnes, là. Je vous dis, c'est des blocs de logement de 80 à 120 logements. Donc, ça veut dire des fois jusqu'à 150 personnes. On fait 2 qu'on reçoit là, en un mois, là. Puis on a fait l'inventaire à Montréal, ça concernerait 60 000 personnes qui se trouvent à être sans recours, aucun recours, sauf la régie du logement. Les soins et les services... de quoi les gens se plaignent-ils? Les soins de services dispensés représentent 47 % des motifs d'intervention de la part des commissaires. L'organisation des soins et des services, le non-respect de l'entente avec le centre de santé et les services sociaux, les compétences techniques et professionnelles, les décisions cliniques, les distributions des médications. Parce que parfois, il y a des résidences qui ont des ententes avec des centres de santé et de services sociaux. L'organisation des milieux et des ressources matérielles, pour 24 % des motifs, l'alimentation, l'hygiène, la salubrité, la sécurité et la protection et le confort. On est dans les affaires essentielles de la vie, là. Les relations interpersonnelles pour 15 % des motifs. La communication, l'attitude, le manque de respect et l'abus d'autorité. Ça, comme on dit en québécois, là, les fameuses germaines, là, ou les... Bon, masculin ou féminin, là. Des gens qui considèrent qu'une personne âgée, c'est comme l'infantilisation extrême, hein? C'est lui donner des ordres, puis la considérer sous l'autorité complète d'une gestionnaire. C'est le patron, la directrice de la résidence qui domine toute la communauté, puis qui impose ses dictats, ses humeurs, et puis ses menus, puis qui fait des règlements, hein, qui sort une formule de règlement tous les mois avec des ajouts, des modifications. On est au pensionnat, là. Les indicateurs de risque dans les résidences. Vous allez le retrouver dans la brochure, là, ça, très détaillé aussi.
L'alimentation, et quand doit-on s'inquiéter d'une résidence? Et si vous travaillez à l'accompagnement de personnes qui cherchent des résidences, qu'est-ce qu'ils doivent surveiller? C'est l'alimentation est inadéquate, insuffisante et de peu de qualité. C'est les plaintes les plus fréquentes. C'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on voit. Les règles et procédures du milieu, la sécurité, le confort des résidents, les commodités sont inadéquates. Puis là, on est dans des affaires de sécurité de base. Pour prendre un exemple, cette semaine, j'ai reçu un rapport du coroner. Nous, depuis 2008, là, on s'est beaucoup intéressé à la question de la mort chez les personnes âgées. Bon, c'est pas... On a découvert des histoires d'horreur, il y en a beaucoup, beaucoup plus qu'on pensait. Et puis, depuis ce temps-là, on découvre encore plus. Parce que quand c'est un peu comme organiser un événement, dans l'action, là, on apprend des choses, on découvre des choses qu'on ne pourrait pas apprendre si on ne passait pas à l'action. Alors, en s'intéressant au rapport du coroner, en regardant ce qu'on trouve dans les rapports de coroner, c'est là que, par exemple, cette semaine, j'ai eu un rapport du coroner du groupe Savoie, M. Savoie, là, que vous voyez à la télévision, là, qui a bâti des résidences d'abord pour ses parents. Là. Bon, à la résidence Soleil à Montréal, on a trouvé un monsieur décédé, cuit dans son bain, à la température de l'eau au robinet, après 2 minutes, là, de l'eau chaude, était 61 degrés. La norme, c'est 49. Puis là, c'est pas le mauvais réseau de résidence pour personnes âgées, là. OK? Donc, comment s'assurer, comment faire qu'on s'assure que les systèmes de prise en charge, ça commence par l'eau chaude, là. C'est dans la lettre, là, A à Z, là, c'est au tout début, ça, l'eau chaude. Hein? L'alimentation, l'eau chaude, sur les enjeux de sécurité. Vous savez que la cause d'hospitalisation d'urgence, c'est les médicaments, puis après, c'est les brûlures pour les personnes âgées. Les médicaments, les chutes, les brûlures. Les soins et les services présentent des lacunes. Il faut croire les personnes âgées quand ils se plaignent. Hein? Si l'organisation des soins et des services sont déficientes, la compétence technique des professionnels et des intervenants présente des lacunes. Écoutez, on a eu récemment deux situations différentes. Une autre affaire, un rapport du coroner, où une personne âgée dans une petite résidence à Rosemont est décédée, écoutez ça, de 17 plaies de lit, dont 5 nécrosées. Non, ça veut dire qu'elle pourrissait sur place, là. Et puis, il y avait un médecin, là, puis il y avait une infirmière qui était passée du service à domicile régulièrement, là. Tu sais? Pas de note au dossier, blablabla, bon, puis tout ça. Dans un CHSLD privé, j'ai eu un appel, je pense que c'était cet été, ça, oui, j'étais en vacances. Mais des fois, je me fais déranger. Pour ces choses-là, j'autorise qu'on m'appelle, là. Des gens en danger de mort, là, donc. Et puis, c'était exactement la même situation. Dans une résidence, dans un CHSLD privé, supposément top niveau, avec beaucoup d'affectation de ressources puis tout ça, privé, on a trouvé une personne âgée exactement dans la même situation, là, avec des plaies de lit nécrosées, dont une à 5 cm. OK? Puis là, il ne se passait rien, là. Elle pourrissait sur place. T'sais, donc là, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? On a appelé, finalement, j'ai dit, après en discutant avec mes vice-présidents, on a dit, écoute, on ne peut pas envoyer la police. La police, ça veut dire que c'est pas notre problème. Tu sais, si c'était un enfant qui avait des plaies nécrosées, la police irait, OK, que ça brasserait, là. Alors, les personnes âgées, là, ils n'ont pas la protection de la police, je reviendrai là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, on va mettre au bâton le collège des médecins, parce que c'est un CHSLD privé. Il y a un médecin surveillant de garde qui certifie les soins donnés. On va appeler le collège des médecins. Je vais faire un signalement décrivant toute la situation, puis demandant l'intervention du collège des médecins, ou le syndic. Hein? Bien, ça a marché. Ils sont débarqués le lendemain matin avec l'équipe pour aller rencontrer le médecin en charge, puis voir la patiente, pour voir le caractère bonne pratique ou mauvaise pratique de la situation. Puis après, le médecin est mis sous enquête. Bon, puis on a su qu'il avait porté une action sur le dossier. Mais combien il y en a qui nous échappent là-dedans? Là? Donc, il
face à la condition. Retenez une chose très claire, l'âge moyen, c'est 84 ans. Monaco, là, j'ai vu ces gens-là dès le moment où c'est arrivé, l'avis d'éviction en mai. Je suis retourné les voir plusieurs fois. Je les ai vus la semaine dernière, mardi de la semaine dernière. Écoutez, là-dedans, là, il y a des gens qui ont signé un consentement à l'éviction, là, qui sont complètement désorientés. Tu pourrais leur vendre 3 frigos sans problème, 2 téléviseurs, un ordinateur. Tu leur ferais dire oui puis non à n'importe quoi. Ils sont complètement désorientés. Comment vous voulez que ces gens-là puissent exercer leur autonomie? Puis les autres sont tous, de toute façon, socialement très fragilisés. Et puis, ils sont tous, ceux que j'ai rencontrés, une trentaine, en état de stress traumatique dû à l'événement, parce qu'ils ont été obligés de déménager. Donc, ils sont très faciles à vulnérabiliser. Ça ne veut pas dire qu'ils ne souhaitent pas que leurs droits soient respectés, mais pour exercer leur respect de leurs droits, ce n'est pas évident. Là, je viens de penser à notre ami Yvon Deschamps dans ses annonces récentes. Là. Il vient de comprendre que son pépé, là, il y avait 75 ans. Je pense qu'il devrait avoir 80 finalement. Parce que lui, il vient d'avoir 75. Mais justement, là, mon homme, là, 75, c'est ça l'âge de mise en processus de risque par rapport à ta place dans la société. Même Yvon Deschamps doit faire face à ça. Les communications avec les proches sont difficiles. Écoutez, moi, j'ai trouvé cet automne, l'oculaire est demandé pour tout ça d'histoires, puis on ne les prend pas tous parce que c'est impossible, là, on n'a pas l'équipe pour ça. Mais quand on pense que ça en implique plusieurs dizaines, on le prend. On regarde voir la situation. Puis là, il y a une dame qui était détenue dans une grande résidence de luxe d'un groupe très connu de résidence, qui était détenue dans une unité protectique sans aucun mandat médical et judiciaire. Son fils l'a placé dans une unité protégée, sans droit de sortie, sans autorisation de circuler, sans rien, là. Donc, elle était détenue. Là, j'ai dit, je vais aller la voir. J'avais un contact pour rentrer là, j'ai rentré là, blablabla. Et puis, j'ai été parler avec elle. J'allais à sa chambre, puis tout ça, puis bon, ça était d'origine belge, elle était là au Québec depuis 50 ans, là. Mais son mari était professeur à l'Université McGill, c'est pas une personne démunie, puis elle était pleine pension de l'Université McGill. Je veux dire, sa rente de retraite, ça devait être autour de 80 000. OK? Donc, elle avait les moyens, mais elle était détenue dans une unité de protection sans mandat juridique, sans avoir passé la mise en œuvre du régime de protection, là. Sans mandat en cas d'inaptitude. Son fils unique, il n'a aucune famille proche, il n'y a pas de cousins, cousines, neveux, etc. C'est pas d'oncle, pas de tante, rien de ça. Bien, lui, il refuse de rendre compte, puis il considère que c'est lui qui a la gestion du patrimoine, puis il fait comme il veut. Il refuse de rendre compte à sa mère, qui n'a pas, de régime de protection. Donc, en fait, elle est apte. Combien il y en a qui sont détenus illégalement dans des systèmes comme ça? Beaucoup plus que vous l'imaginez. Moi, là, un monsieur qui meurt cuit dans un bain, dans des résidences aussi, il y a 7000, dans un réseau de résidences, il y a 7000 personnes qui y habitent, là. C'est impossible qu'il y en a juste un. Impossible. Dans mon expérience statistique de chercheur, j'ai jamais vu ça. Comment penser l'exercice des droits dans un contexte de vulnérabilité? Puis là, dites-vous que quand on pose cette question-là pour la population âgée actuelle, on se la pose pour nous-mêmes, parce qu'on va tous arriver là. On va tous arriver là. C'est pas ceux-là qui vivent ça. Nous sommes tous dans ce même bateau de la condition du vieillir au Québec. Puis c'est pas une fatalité. C'est une autre chose que je veux faire remarquer. C'est pas une fatalité, cette situation-là. C'est parce que le Québec a fait des choix qui fait qu'on délaisse les personnes âgées, puis on reporte le fardeau de leurs conditions sur leur destinée individuelle. Si ça vous arrive, c'est parce que vous n'avez pas planifié votre retraite. Mais même là, il y a une nouvelle série d'annonces qu'on voit, là,
sais, vous planifiez votre cabanon, vous planifiez votre retraite, vous avez planifié votre voyage, vous planifiez votre retraite. Là, il y a une nouvelle série pour les imbéciles. OK? Alors qu'en réalité, dans la condition du marché du travail de l'économie actuelle, l'enjeu de la retraite, ce n'est pas une question de planification. C'est aussi ça, mais l'enjeu, c'est le travail. On aura-nous du travail suffisamment longtemps pour pouvoir épargner en vue de la retraite, finir de payer nos maisons, nos hypothèques et nos dettes? De plus en plus de retraités arrivent endettés à la retraite, sont moins bons que les précédents. Voyons donc. C'est qu'ils ont une vie de travail raccourcie de 5 ans, 7 ans, 8 ans. Puis c'est les dernières années qui étaient les meilleures. En plus, les enfants, en principe, nous ont quittés. Pas toujours vrai. Et puis, en principe, c'est ces années-là que tu finis de tout payer pour pouvoir profiter. Mais souvent, au Canada, l'âge moyen de la retraite, c'est en bas de 60 ans. Donc, c'est 5 années de travail où tu n'économiseras pas, où tu ne payeras pas tes dettes. Donc, pour penser l'exercice des droits dans ce contexte de vulnérabilité, c'est un accompagnement indispensable. Les aînés dans les résidences ont besoin d'accompagnement pour exercer leurs droits. L'exercice du droit, ça suppose un accompagnement de différents niveaux. Puis les 4, là, ça a été créé au moment de la nouvelle législation de la santé et des services sociaux, parce qu'à l'époque, les fondateurs de ce régime-là, Rochon et compagnie, tous ceux qui ont participé à la création de ça, là, nos ministres ne sont pas les ministres de l'époque. Hein? Parce que justement, ceux qui ont créé ça, ils avaient bien compris que le citoyen, pour faire face à ça, puis le protecteur du citoyen, Dieu nous préserve, qu'on ait toujours un aussi bon protecteur que Mme Saint-Germain, a bien montré l'importance de l'accompagnement des citoyens face à une démarche d'exercice de ses droits, de revendication de ses droits, de correctifs et de plaintes. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que les personnes âgées en particulier ont besoin d'un accompagnement particulier. En contexte de vulnérabilité, il y a toujours un déséquilibre de pouvoir dans l'exécution des droits. Les personnes âgées en hébergement sont dans un déséquilibre de pouvoir. C'est pas vrai que les personnes âgées au Monaco, tu sais, Mme Vien a été bonne là-dedans, là, à la commission parlementaire, elle a posé la question au président de la Régie du logement. Donc, dans l'affaire de Monaco, pourquoi vous n'êtes pas allé porter des formulaires pour leur permettre de prendre un recours? Le président de la Régie du logement, lui, il se vit comme un président de compagnie. Hein? Moi, j'aurais été porter des formulaires. Bien là, toi, pas personnellement, là, mais envoyer quelqu'un porter des formulaires. Parce que ces personnes-là n'étaient pas en mesure de faire toute la démarche écoutez, on est allés, nous autres, faire remplir des formulaires. On a bien vu qu'ils n'étaient pas en mesure de le faire, juste déposer des formulaires. Si vous voulez vous plaindre, remplissez le formulaire. Quand vous connaissez le scénario que Monaco a fait pour faire ça, là, une madame avec un bouncer rentre chez vous un matin pour dire que dans 6 semaines, vous êtes expulsé. Vous avez 84 ans. D'accord? Probabilité que vous pensiez aller chercher un formulaire à la régie. Même s'il venait vous le livrer. Il faut le remplir. Oui, il faut le remplir et puis prendre la décision de t'opposer au groupe Monaco. Bonjour Monaco. Puis on a appris après qu'en fait, Monaco, c'était la caisse de dépôt. D'accord. Toutes les institutions ont l'obligation légale d'assurer le respect des droits. Là, je ne voulais pas trop vous faire beaucoup de diapositives, mais les CSS, les hôpitaux, les agences, tous les services financés par l'État, y compris les services publics, les autres services, ils ont l'obligation de respecter les droits des citoyens. D'accord? Puis ça, c'est pas un droit virtuel. Là, on respecte vos droits. Oui, mais si je veux l'exercer, mon recours, si je veux porter plainte, je veux signaler que j'ai été mal reçu, qu'on m'a traité de façon indigne, qu'on a nuit à mon image corporelle, qu'on m'a exposé, mettons, qu'on m'a contaminé, qu'on a provoqué une pancréatite, par exemple, une chose comme ça. OK? Si vous pensez, là, ça fait partie d'un droit, hein, parce que la société a dit que, dans la loi de santé et des services sociaux, que le citoyen usager a le droit à respect complet de sa dignité dans le service qu'il doit recevoir, puis que le service doit être sécuritaire et ajusté à la situation
du client, de l'usager. Donc, exercer ces droits, là, c'est inscrit dans la loi, puis les patrons de tout le système, ils doivent se conformer à ça. C'est leur première obligation. C'est pas leur première obligation, c'est pas de dire oui au ministère. Comment penser l'exercice des droits dans un contexte de la nouvelle certification? Les enjeux, ça, cette diapo-là. L'AQDR, pour la prochaine certification, il y a beaucoup de changements proposés. Je vais juste donner les pistes principales. Je ne pourrais pas tout voir au chrono. J'en suis où, Gilbert? On est bon. OK. Donc, je trouvais ça important de vous dire que la démarche qui est en train de se consolider, il y a eu tout le monde... Est-ce que la loi 16, tout le monde sait c'est quoi? Levez la main ceux qui ne savent pas. Vous avez le droit de ne pas savoir. Ça fait partie chez les aînés, il faut apprendre ça, là. On a le droit de ne pas savoir. OK. La loi 16, c'est un projet de loi qui vient modifier les conditions pour le permis d'ouvrir une maison d'hébergement avec service pour aînés. Comme je vous dis, ça ne couvre pas, puis là, on ne le sait pas, on va le savoir bientôt, là, ça ne couvre pas les condos, ça ne couvre pas le locatif aîné sans service. C'est pour les résidences qui offrent des services. Et la nouvelle certification qui a été soumise dans la loi 16, avec son règlement, ont des avancées très importantes pour le droit des aînés, à condition qu'on ait les moyens de les faire respecter. OK? Parce qu'ils ne seront pas plus jeunes parce qu'il y a une nouvelle certification, là. OK. L'AQDR croit que le statut de résidence devrait s'acquérir avec 3 services. Parce que, dans le projet de loi, il propose qu'une résidence pour personnes âgées, c'est une résidence qui a 2 services, puis gardez bien le jeu. Là, il y a eu des négociations avant. Tu sais, le projet de loi n'est pas arrivé livré par le bon Dieu dans le bureau de la ministre, là. Il y a eu beaucoup des influences, du lobbying, pour faire admettre la base de c'est quoi une résidence. Finalement, ils ont décidé 2 services, mais ils incluent la disponibilité de la fameuse personne 7 jours, 24 heures. Vous savez, qui est toujours inclus. Dans une résidence où il y a des services, il y a toujours 24/7. Une personne présente 24 heures, 7 jours. OK, c'est pas toujours la même personne, là. OK? Mais il y a toujours un adulte responsable 24 heures par jour, 7 jours semaine. D'accord? Mais là, eux, ils ont décidé, dans la certification, d'en faire un service. Donc, comme ça devient un service, ils ont dit que ça en prend 2 pour obtenir le permis d'établir ton nom sous résidence pour personnes âgées autonomes ou semi-autonomes. J'y reviendrai. Nous, on pense que ça n'aurait pas dû être inclus, le service d'une personne présente, parce que ça l'est de toute façon. Comprenez ce que je veux dire? C'est comme dire, il va y avoir du chauffage. Ben, tu vas dire, ben oui. Oui, l'eau chaude. À 61 degrés, bonjour. Alors, on dit que ne comprenant pas la sécurité telle que proposée dans le règlement afin de ne pas confondre la population à cause d'un écart trop grand entre les offres de services. On dit, écoutez, c'est quand les gens cherchent des résidences, ils comparent, hein, dans un site donné, mettons qu'ils ont décidé le quartier, ils veulent avoir leur résidence, ils vont comparer 2, 3 résidences. Et là, si les critères ne sont pas les mêmes, si on inclut, tu sais, c'est marqué 3 services, mais eux autres, ils incluent la sécurité. Mais en fait, des vrais services, il y en a juste 2. Alors, nous, on a dit, étant donné que ce service dit de présence sécuritaire, parce que pour les personnes âgées, c'est très important, celles qui vont en résidence recherchent une amélioration de leurs conditions de sécurité. Premier motif. D'accord? Alors, c'est sûr que cette condition-là est acquise par définition. Ça ne devrait pas entrer dans le nombre, ou bien on augmente le nombre. Là, ils ont dit que ça prend 2 services, la sécurité puis n'importe quel autre des 3 qu'on voit le plus fréquemment. Ils ont augmenté ça, finalement, à cause de ce qu'ils ont décidé. Ils ont augmenté ça à 6 services possibles, mais grosso modo, c'est ce que j'ai nommé tout à l'heure. Donc, on recommande, nous, qu'il y en ait 3 si vous comptez la sécurité. La résidence accueillant des personnes semi-autonomes ne devrait pas répondre aux mêmes critères minima.
La QDR recommande que celle-là dispose d'au moins 4 des 5 services mentionnés dans l'avant-projet de loi. Écoutez, justement, là, on a découvert qu'il y a des gens qui ont des gens semi-autonomes. Là, ça dit bien ce que... Tu sais, c'est à moitié autonome. Semi-autonome, ça veut-tu dire d'autres choses, là? Tu sais? Là, on a gagné que finalement, après des pressions, là, dans le projet de loi, qu'il y ait... Vous vous souvenez, on a eu des... Je pense que c'est Enquête, c'est pas JGE, ça, c'est Enquête, qui a fait le dossier sur l'évaluation des besoins de services dans les résidences privées. Vous savez que c'est un enjeu, parce que pourquoi l'évaluation des besoins de services est un enjeu? Parce qu'ils sont facturables. Vous savez, dans certaines résidences, ils disent dont 5h30 de soins et de services inclus. Puis après ça, c'est facturé à l'heure. OK? Ça veut dire, dans le mois, tu as 5h30 de services inclus, puis après, c'est un peu comme un cellulaire. Y a-t-il du monde qui ont déjà essayé d'avoir un forfait de ce genre-là, admettons 50 minutes inclus? Tu payes toujours 150, c'est sûr. Donc, c'est la même chose. Il y a des gens qui ont découvert qui ont acheté ce programme-là, qui ont acheté ce service-là, puis finalement, ça leur coûte des heures incroyables de service parce que c'est facturé à la demi-heure. Donc, nous, on dit pour les gens semi-autonomes, premièrement, pour qu'une résidence puisse, je vais aller chercher de l'eau, puisse obtenir une certification, il faudra qu'elle ait au moins 4 des 5 services. Deuxièmement, on a demandé et on a obtenu que l'évaluation soit faite par des modèles d'évaluation des besoins de services et soins qui soient faits de façon professionnelle. Il existe 2 outils d'évaluation des besoins de services chez une personne âgée liés à sa perte d'autonomie. Premièrement, il y a une évaluation de la perte d'autonomie. Puis deuxièmement, l'autre outil permet d'évaluer quels services sont pertinents pour atténuer cette perte d'autonomie-là. On dit que 43 % des personnes âgées dans les résidences privées là, sont semi-autonomes. Ils pourraient être admissibles à une ressource intermédiaire. Ça veut dire que 43 % devraient passer les tests d'évaluation. Est-ce que vous pensez que toutes les résidences sur le marché peuvent accueillir ces personnes semi-autonomes-là? Pas en tout. C'est délirant que des gens, je ne sais pas dans quelle proportion, là, mais je vous parlais de notre dame qui est morte de 17 plaies de lit, 5 nécrosées à Montréal. Là. Elle est morte assassinée. Là. Si ça avait été un enfant, là, la police débarquait, les rubans jaunes, les sirènes, puis tout. Non, les personnes âgées, on peut faire ça, là. Bien, ils disent tout le temps, ben, elle serait morte de toute façon. Ben oui. On l'a fait à Claude David l'année passée. Claude David, c'est un centre, vous en avez un dans votre région, centre multivocationnel. Je pense qu'il est à Matane. Je ne sais pas s'il est où. Vous le connaissez pas? Okay. Allez le voir. Ouais, ça, c'est une invention. C'est un lieu de relocalisation de personnes âgées sorties des milieux hospitaliers parce qu'ils ont besoin des lits. Claude David, c'est l'ancien hôpital Lagardère. L'hôpital Lagardère a été reconstruit dans un nouveau site, d'accord? Puis on a fermé l'hôpital pendant plusieurs années. Puis après, quand il y a eu trop de vieux dans l'hôpital, le nouvel hôpital, bon, bien, on dit, on va vidanger les vieux, on va réouvrir l'ancien hôpital. Fait qu'ils ont peinturé le meilleur, le plus beau des étages, puis ils ont réouvert la machine pour 60 lits, d'accord? Puis ils ont relocalisé ça. Il n'y avait pas les services de niveau hospitalier pantoute, là. Puis là, en plus, ils ont donné des noms. Il faut le faire. Ils ont donné des noms. Unité de réadaptation psychogériatrique, blablabla. Mais pas vrai, là, il n'y avait pas les services de tout ça. Là. Monsieur Parent, qui a été tué, carrément, lui, il est arrivé dans son nouvel hôpital parce que sa femme, qui est diabétique, avait été amputée des 2 jambes et était sous dialyse. C'est la totale, ça. D'accord? Qui rendait visite quotidiennement à l'hôpital, le nouvel hôpital Lagardère, tous les jours pour aider sa femme, pour l'alimentation. Il a été bousculé vers la porte tournante. Il a fait une fracture de hanche. OK? Bonjour, l'aide aux aidants. Et puis, ils l'ont envoyé en chirurgie orthopédique. Ils ont fait une hanche nouvelle. Évidemment, à son âge, je pense qu'il avait 87, 88.
OK? À son âge, il a eu certaines complications, on va découvrir plus tard. Puis, quand il a été suffisamment réparé, passez-moi l'expression, il l'a envoyé où? Non, non, sa femme était en hôpital. Écoutez, elle était en dialyse, là. Oui, à l'ancien hôpital, au centre multivocationnel, dans l'unité de réadaptation. Mais écoutez, c'est comme dans les films humoristiques de Mr. Bean, là, qu'il pose une affiche, unité de réadaptation, mais derrière, il n'y avait rien. Il a été là 7 jours, il n'a jamais vu un médecin. OK? Il y a eu une complication dans une nuit, il y a eu une inflammation intestinale, puis il a saigné, donc il s'est mis à saigner. OK? Ils n'ont jamais voulu le ramener à l'urgence parce qu'il y avait un code 3 non signé dans son dossier à l'effet qu'il n'y avait pas le droit au retour à l'urgence parce qu'il encombrerait les urgences. Voilà. Quand c'est sorti, ces affaires-là, il y avait 60 lits, d'accord, au centre multivocationnel Le Gardeur. Il y avait 60 lits. Quand on a demandé le décompte des morts, on a eu l'aide du syndicat, de janvier à mars 2000, il ne faut pas que je me trompe d'année, 11, il y avait eu 15 morts. Si c'est un trimestre, tout le monde sait un trimestre, d'accord? Il y a 4 trimestres dans l'année. Si tu as 15 morts dans un trimestre, il y a 4 trimestres, il y en meurt combien à la fin de l'année, les petits? Hein? Tout le monde est mort. 4 fois 15. Si en dessus, tu sais, c'est comme pour des exercices de fraction, là. Tu sais, si un centre multivocationnel tue 15 personnes dans un trimestre, combien en restera-t-il en fin d'année? 0. Ils n'auront pas survécu. Alors, nous autres, on a fait... En plus, on a trouvé un autre monsieur qui était mort, les 2 sur 15, un monsieur qui était mort il y avait un problème de déglutition. Et puis, la famille a dit, puis elle nous a appelés, la famille a dit, écoutez, c'est un accident, il s'est étouffé, mais on n'avait pas tout ce qu'il fallait pour travailler, pour aller chercher, il n'y avait pas de tube, là, la canule, pour faire la réaspiration, blablabla. Ils n'ont rien. Ils ont réouvert des chambres sans unité d'appareil hospitalier. Il y a juste la fiche, le reste, c'est pas là. Oui. OK. Donc, dans ce cas-là, on a demandé le décompte des décès pour les mois précédents, de juillet à décembre, pour vérifier si effectivement... OK, on a demandé au coroner en chef de faire une enquête d'abord sur les 15 décès. On a découvert récemment que sur les 15, il y en a 6 qui auraient dû être signalés au coroner. Nous autres, on en a signalé 2. Le coroner, en incluant les 15 décès, a découvert qu'il y en a 4 autres qui auraient dû être signalés, qui n'avaient pas été signalés. Puis là, ils ont découvert qu'il y en avait 25, finalement, de juillet à décembre. On n'est pas loin du 30, là. T'sais? Bon. Donc, on voit que la sécurité, à propos du droit dans les résidences, ou la notion de droit... Je sais pourquoi je vous amenais ça. Quand on a posé la question au ministre, là, quand le problème a commencé à apparaître au centre multivocationnel, en chambre, le ministre disait... Écoutez, là, les personnes âgées, un jour, là, ils vont mourir. Ils sont dans un centre multivocationnel, sont arrivés là d'un transfert hospitalier. Écoutez, là, l'espérance de vie, elle ne peut pas être bien longue. T'sais? C'est sûr que si tu as comme vision que tu n'as pas le droit à la vie, puis moi, je vous le dis, là, je suis obligé d'être un peu cruel, là, les personnes âgées, aujourd'hui, au Québec, n'ont pas le droit à la vie. Le droit à la vie des personnes âgées n'est pas reconnu. Puis ça, j'en ai des exemples, des masses d'exemples. Okay? Puis je vais vous les montrer un chemin faisant. C'est ça qu'il faut revenir à ces questions-là, c'est le débat de tout. Est-ce que qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent qu'ils seraient morts de toute façon. Tu sais? Donc, pourquoi ça... Tu sais, c'est quoi votre problème de faire un drame avec ça? Tu sais, il y avait 92 ans, il y avait 97 ans. La madame morte de 17 plaies de lit, dont 5 nécrosées, tu sais, elle serait morte de toute façon. Vous savez, l'agence à Montréal, dans ce dossier-là, la première chose qu'elle a faite, qu'est-ce que vous pensez qu'elle a fait, l'agence? Notre génie, M. Levine, directeur général lui-même, OK? Il a envoyé des formateurs. Allô, là? Tu sais, que le rapport du coroner établit que les personnes qui avaient cette résidence-là n'avaient pas les qualifications pour prendre en charge les populations semi-autonomes.
OK? Ils n'avaient aucune qualification. Mais ce n'était pas une question de formation. Hein? Impossible de corriger en quelques semaines. Il aurait dû sortir la clientèle de là puis l'envoyer dans une autre ressource de façon urgente. T'sais, sinon, on va continuer de compter les morts. Mais c'est la question du droit à la vie qu'on pose, là. Dans la même situation, des enfants n'auraient pas été laissés dans ces conditions-là. Les enfants ils ont le droit à la vie, les aînés, non. Hein? Dans le cas de mauvais traitement, ah ouais, ben oui. Ils agissent bien plus vite. D'ailleurs, mon ami Mongrain, que vous suivez peut-être, des fois, on fait des... il est plus malin que moi, lui. Il est un peu plus vieux que moi. Donc, il est plus... il crache du feu plus que moi. Oui. Oui. Sur l'évaluation des clientèles et la facturation des services, l'AQDR, là, j'ai passé 2 diapos, nous affirmons que c'est la responsabilité du secteur public de procéder à l'évaluation de clientèle. Elle devrait être faite par des structures publiques ou déléguées par elles à des ressources spécialisées sans affiliation avec l'exploitant. Ce que j'ai parlé tout à l'heure, les semi-autonomes, il va falloir qu'ils soient évalués. Mais encore une fois, compte tenu que ça induit automatiquement l'offre de service, donc ta facturation de service. Hein? Si tu évalues quelqu'un, là, il y a des propriétaires qui ont intérêt. C'est le business, c'est le business. Tu dois vendre des services, comme au garage, tu sais. Quand tu rentres ton char pour une vérification, ils vont te proposer un enlignement, une révision des... Tu n'as pas besoin de ça. Un enlignement, une révision de ci, une révision de ça. Pourquoi? Pour te monter un bill. Même chose pour les personnes âgées. Donc, on dit que l'évaluation doit être faite de façon autonome. Il faut se battre pour que l'évaluation soit faite par des gens qui ne sont pas les exploitants, qui sont indépendants, et que l'AQDR recommande qu'une grille de facturation uniforme pour toutes les prestations de soins ou services sur une base horaire soit établie par règlement. Là, ça pourrait être une grille d'abord de service. OK? Et puis, en plus, la tarification pourrait être régionalisée. Parce que c'est certain que certains services dans des régions peuvent être plus élevés que dans d'autres régions, etc. Là. Ça pourrait être la tarification, mais elle doit être affichée. C'est ça qu'on a demandé. Vous savez que les plaintes concernant les facturations de services, là, c'est la majorité des plaintes. Parce que toute cette affaire-là, c'est un très gros business. La facturation des services représente presque autant d'argent que le logement lui-même, que l'habitation elle-même. Et puis, à 84 ans, l'âge moyen, vous imaginez l'intensification des services qui vont être facturés. Là, je ne reproche pas, je vais être clair, je ne reproche pas aux gens qui sont dans ce domaine-là de vouloir faire travailler au développement à l'offre de services pour une raison liée à la société québécoise. Là, il semble que les Québécois, on est pris avec ce paradigme qu'on choisit des résidences avec service plutôt que de monter un programme de service à domicile. Bon, c'est aussi les politiciens qui décident ça, ce n'est pas juste nous autres, mais la collectivité québécoise semble correspondre dans cette direction-là. Mais on a quand même droit à ce moment-là que ça se fasse de façon correcte, respectueuse des gens, puis qu'il n'y ait pas d'exploitation. On a le droit d'être protégé contre toute forme d'exploitation. Là, il annonce des mesures pénales pour les gens qui ne respecteront pas leur certification. Là, on se demande c'est qui va donner les amendes. Nous faire rire une autre fois. Le coroner en chef. D'accord? Madame la coroner en chef. Nous autres, on a beaucoup de problèmes avec la madame. OK? La coroner en chef, vous savez, c'est elle qui ordonne les enquêtes, qui nomme les coroners, qui organise les lieux pour recevoir les corps, les autopsies, puis tout ça. C'est elle la responsable. Hein? C'est quasi judiciaire. Elle peut ordonner, c'est comme un policier. Hein? Un coroner peut obliger les gens à comparaître, convoquer comme un procès là, pour déterminer, elle peut faire une audience publique. Ils ont beaucoup de pouvoir, les coroners. La coroner en chef, là, dans sa loi, c'est marqué qu'elle doit se prononcer sur les causes et circonstances du décès sans décider du caractère des civils ou des responsabilités civiles ou criminelles. C'est la police qui décide ça ou les tribunaux.
À son article 70, elle a l'obligation, pour les gens qui devaient l'obligation de signaler les décès, OK? Si jamais elle apprend qu'une personne, un médecin en particulier, ou un établissement qui aurait dû signaler un décès ne l'a pas fait, elle doit lui envoyer une amende. Évidemment, la personne peut contester, il y a une procédure de prévue. C'est la loi des tribunaux administratifs et tout ça. Elle n'a jamais, Mme Nollet, là, pour la nommer, là, elle n'a jamais émis une amende à personne. Quand j'ai posé la question le 20 avril dernier, elle nous a répondu « C'est pas mon genre. » On peut-tu trouver des polices, c'est pas leur genre de... Ah, moi, c'est pas mon genre, moi, étiquette. Là, imaginez-vous si la coroner. C'est correct, j'ai un gérant déjà. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait l'impunité. Les gens qui ont l'obligation de signaler qui n'ont pas d'amende, ça veut dire qu'ils peuvent négliger de signaler. Ça veut dire que le nombre de décès de personnes âgées, de morts obscures ou violentes, on n'en a aucune idée. Au Québec, on ne sait pas de quoi les personnes âgées meurent, puis la coroner a décidé qu'elle ne donnait pas d'amende. Donc, pour les mesures pénales, pour la certification, on se demande bien qui va donner les amendes. Je sais pas, est-ce qu'il y a des gens de l'Agence de la santé ici? Pensez-vous que l'Agence de santé va aimer ça, donner des amendes? C'est son genre. Non, pas tellement. On ne connaît pas beaucoup d'agences de santé qui vont être à l'aise avec ça. Alors, on se demande bien que prévoir des mesures pénales pour les gens qui ne respectent pas la certification, c'est qui va être responsable de donner les amendes. Évidemment, nous autres, il y a la question de l'histoire de Monaco. On a appris qu'il y a des gens qui rentrent dans le business pour lancer l'opération des résidences, puis après ça, changent de destination. D'accord? Pour partir de la clientèle, ils disent qu'ils vont offrir des services, mettons loisirs, repas, puis 24/7. OK? Puis une fois que tout le monde est rentré dedans, ils disent « Ah, finalement, on ne donnera plus de service. » Ils ferment comme une espèce d'éviction. Fait que ceux qui peuvent... Puis là, ça devient juste du locatif. OK? Puis le business est lancé. Ils ont roulé 5 ans. Ils ont une base financière. Puis là, ils renvoient tout le monde chez eux, puis ils offrent des services. Alors, nous, on dit que le changement de vocation, ça devrait être interdit, puis il y avoir des mesures de correction, de rétention prévues pour permettre aux locataires d'avoir des recours juridiques face à ça. Je passe la formation. Nous, on se bat depuis... On a gagné. On avait fait une plainte à la Commission des droits de la personne pour dire que la loi du coroner, dans toutes les populations vulnérables, les enfants, les handicapés mentaux, les prisonniers, les gens en déficience intellectuelle, les gens en santé mentale sous garde, tout ce monde-là qui sont hébergés dans des structures, s'il arrive des garderies, les centres jeunesse, tout ce monde-là, c'est à l'article 35 de la loi du coroner, ils doivent signaler leur décès. Les seuls structures qui n'ont pas l'obligation de signaler leur décès sont... Exact. Toutes les structures d'hébergement pour personnes âgées. Résidence, ressources intermédiaires, CHSLD. Évidemment, on meurt plus que les autres, ça, on ne reproche pas ça à personne, c'est le destin, là. Mais, on a fait une plainte à la Commission des droits, ça a pris 1 an, eux autres, qu'ils fassent leur devoir, ils ne sont jamais vite. Mais au moins, ils ont conclu correctement, puis ils ont dit que la loi du coroner viole la charte. Mais ils n'ont pas encore modifié leur règlement, puis toujours la même. Mme Nollet, lors de la loi 16, sa comparution, quand elle s'est fait poser la question « Qu'est-ce que vous pensez de ça, le signalement obligatoire des décès pour les résidences de personnes âgées? » Elle a répondu « C'est pas nécessaire. » Le respect des droits des personnes âgées, le droit à la vie, à la sécurité, c'est pas nécessaire. C'est parce que la commission venait de parler avant elle. La commission qui est venue rappeler que la loi du coroner violait la charte des droits de la personne. OK? Puis l'autre madame passe en arrière, puis elle vient dire, bien, c'est pas nécessaire. Donc, le droit à la vie n'est pas assuré aux personnes âgées au Québec, malheureusement. Sur les ratios de personnel, bien évidemment, nous autres, ce qu'on a dit, c'est que ça dépend de la clientèle, semi-autonome, autonome. Donc, ce n'est pas un ratio, c'est pas la même chose. Et nous, on recommande, pour avoir vu le terrain depuis plusieurs années, que le ratio de personnes semi-autonomes ne dépasse pas jamais 25 %.
Un enjeu très important, j'achève, c'est les comités de milieu de vie. Le projet de loi 16 dit qu'il va rendre obligatoire les comités de milieu de vie. L'AQDR dit que la composition et la fonction des comités de milieu de vie doit être établie par règlement et non pas laissée à l'initiative des exploitants quant à la mission et à la composition. Là, on ne veut pas que, tu sais, Joe, un fasse un comité de milieu de vie d'un genre, puis l'autre de l'autre. On veut que ça soit décidé par règlement, la composition aussi. On veut que le cadre devant inspirer les mandats des comités des usagers devrait s'impliquer, c'est-à-dire que le cadre des comités de milieu de vie doit référer au cadre des comités d'usagers que vous connaissez déjà. Nous, on pense que justement, ça pourrait être un nouveau rôle qui est en conformité avec votre loi, le Centre d'aide et d'accompagnement aux plaintes, que vous pourriez accompagner les résidents et les familles pour la création de ces comités-là, pour s'assurer que ça se fait dans un équilibre démocratique valable. L'AQDR pourrait aider parce qu'on a beaucoup de sections qui ont développé des expertises dans ce domaine-là. Comment penser, conclusion, l'exercice des droits alors que nous serons tous vieux? Ça, il ne faut pas l'oublier. La condition du vieillir aujourd'hui, Mme Vézina en parlait, elle n'a pas changé. Les vieux, ce n'est pas les mêmes. D'accord? Mais la condition réelle de fragilisation, donc pas tous fragilisés, c'est pas ça que je dis, mais les conditions dans lesquelles elle se produit, puis la réalité dans laquelle, comment elle se produit dans la réalité concrète de la vie, compte tenu que le nombre va augmenter, c'est certain que les enjeux restent les mêmes. J'ai pensé à cette citation. « Mes amis, l'amour est 100 fois meilleur que la haine, l'espoir meilleur que la peur, l'optimisme est meilleur que le désespoir. Alors aimons, gardons espoir, restons optimistes et nous changerons le monde, y compris dans le Bas-Saint-Laurent. » Bon, ça, il ne l'a pas dit, là, mais... Tout le monde connaît l'auteur? Hein, Jack Layton? Ouais. Et moi, je crois beaucoup à ça. Donc, il faut là, dans le contexte de la rencontre d'aujourd'hui, trouver des stratégies pour élargir nos liens citoyens de solidarité avec les autres populations vulnérables, par exemple les comités d'usagers. Les enjeux de sécurité dont je vous parle, puis qui sont tous établis, bien décrits, là, autant au niveau du domicile que de l'institution dans cette brochure-là. Donc, il faut trouver des stratégies pour élargir nos solidarités. Ensuite, il faut élargir nos liens de citoyens de solidarité avec les autres populations vulnérables, associer les familles, souvent de jeunes retraités, à nos projets et nos événements. Il ne faut pas oublier que les aînés, en réalité, les jeunes aînés, moi, j'ai 63 ans, en fait, je m'occupe de ma mère. Une des premières tâches dans la transition de retraite, vous savez qu'on n'imagine pas dans nos projets, les tweets de la Caisse populaire ou de la Banque nationale, puis tout ça, sur vos projets de retraite, là. Avez-vous pensé à l'état de survie de vos parents, de l'accompagnement de votre mère, de l'accompagnement de votre père, du cancer de votre frère? Donc, c'est très important dans notre façon de voir les choses, d'associer les plus jeunes et évidemment voir éventuellement, je parle pour la région de Rimouski, au développement d'une section de l'AQDR à Rimouski. Et je vous dis tout de suite que j'ai planifié d'être ici demain matin et de vous inviter à déjeuner. Il y aura un endroit là, dans la salle à manger réservé pour nous, pour les personnes qui voudraient discuter avec nous de la création d'une section de l'AQDR à Rimouski. On en a une du côté de la Matapédia, on en a une à Rivière-du-Loup. Mais je pense qu'il faut que les AQDR soient un peu dans la proximité. Donc, je serai disponible pour les gens qui voudraient nous rencontrer, qui voudraient simplement discuter pour dire c'est plus précisément du rôle de l'AQDR, comment le national peut vous aider, comment la solidarité entre... Et je vous dis tout de suite que les autres associations d'aînés, les gens, des membres d'autres, la REC en particulier, l'AQRP, sont aussi membres de l'AQDR puis occupent des postes de direction dans nos sections. Nous, l'AQDR, c'est inter-organisation pour la défense des droits des aînés. Je vous remercie.